Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de nouveau de figures de style, de figures de rhétorique, et nous allons nous intéresser à l'antithèse, à l'oxymore, au paradoxe, au chiasme, à l'antiphrase, en d'autres termes, aux figures de l'opposition. L'opposition, c'est une contradiction. Les figures de l'opposition sont donc des procédés d'écriture qui vont mettre en regard deux termes ou deux éléments de sens opposés. Et ces figures de l'opposition vont mettre en valeur la contradiction qui existe entre deux éléments. Ces figures de l'opposition, elles sont au nombre de 5. Il y a tout d'abord l'antithèse, l'oxymore, le chiasme, le paradoxe et enfin l'antiphrase. Et je m'emploie maintenant à définir et à présenter chacune d'entre elles. L'antithèse, dont vous avez un exemple sous les yeux, un noble s'il vit chez lui dans sa province, il vit libre mais sans appui. S'il vit à la cour, il est protégé, mais il est esclave. Cette phrase est de Jean de la Bruyère et il y a à l'intérieur deux antithèses. L'antithèse va rapprocher deux termes dont les sens sont opposés. Ici, province s'oppose à cour et libre s'oppose à esclave. L'antithèse existe donc au niveau de la phrase, mais elle existe également au niveau du texte tout entier. Cette antithèse, elle va souligner un contraste, un dilemme. Je m'intéresse maintenant à l'oxymore. Vous avez ici deux exemples. Victor Hugo écrit « Cette petite grande âme venait de s'envoler ». Et Molière écrit « Voilà un beau jeune vieillard ». Vous avez ici des exemples d'oxymore. L'oxymore, c'est un procédé qui va rapprocher deux termes de sens opposés, qui est donc très proche de l'antithèse, mais il va les rapprocher à l'extrême, c'est-à-dire que ces deux termes vont être très proches dans la phrase, ils vont appartenir à la même expression. Ici, petite et grande sont deux termes opposés qui se côtoient, qui sont juxtaposés l'un à l'autre, et jeune vieillard sont de la même façon deux termes accolés l'un à l'autre qui sont de sens contraire. Et l'oxymore va produire un effet de surprise, voire d'absence de logique. Je m'intéresse maintenant au chiasme. Voilà encore deux exemples. Le premier de Victor Hugo, des cadavres dessous et dessus des fantômes. Et le deuxième de Baudelaire, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Le chiasme, c'est une figure par laquelle deux expressions vont être mises en regard, qui vont reprendre les mêmes éléments grammaticaux ou lexicaux dans un ordre inversé. Si je reprends l'exemple de Baudelaire, vous avez le pronom personnel « je » qui figure dans la première partie du vers, car j'ignore, et qui figure également dans la seconde partie du vers, je vais. De la même façon, vous avez le pronom personnel tu qui figure dans la première partie du vers, tu fuis, et qui figure également dans la deuxième partie du vers, tu ne sais. On a donc la reprise à l'identique de ces éléments, à ceci près que leur ordre est inversé. Vous avez je, tu, je. Donc la figure est de forme A, B, B, A. Voilà pour la structure, ce à quoi ressemble un chiasme. Quant à l'effet produit par le chiasme, c'est une mise en valeur du contraste et de l'opposition. La figure de l'opposition suivante, c'est le paradoxe. Là encore, je vous donne deux exemples. Le premier extrait de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Jean-Luc Lagarce qui écrit « Ma solitude au milieu des autres ». Et le deuxième qui est une anecdote concernant Guy de Maupassant qui déclarait à qui voulait l'entendre qu'il détestait la Tour Eiffel, qu'il la trouvait très laide et qui pourtant y déjeunait très souvent. Et il expliquait qu'il aimait manger dans ce restaurant de la Tour Eiffel parce que, je cite, « c'est le seul endroit d'où je ne la vois plus », là étant la Tour Eiffel. Vous avez ici sous les yeux deux paradoxes. Le paradoxe, c'est l'expression d'une idée qui est contraire au bon sens, contraire à l'opinion commune. Il s'agit donc d'une vérité surprenante. Dans le premier exemple, vous avez une absence de logique apparente, à première vue, entre le fait de se situer au milieu d'une foule, au milieu des autres,
et le fait d'être extrêmement seul. Bien entendu, le paradoxe ne demande qu'à être levé. C'est-à-dire que chacun peut comprendre, bien entendu, ce paradoxe dans la mesure où le fait d'être entouré n'empêche pas le sentiment de solitude. De la même façon, il paraît a priori contraire au bon sens, contraire à la logique, que Guy de Maupassant se précipite pour manger dans la tour Eiffel alors qu'il déteste cette tour. En réalité, lorsque l'on essaie de comprendre, on comprend bien la démarche qui est la sienne. Le paradoxe, ce sont deux mots qui sont opposés, ou bien une opposition entre des faits et des actes. Deux mots opposés dans l'exemple de la garce, solitude, les autres, et opposition entre des faits et des actes dans le deuxième exemple de Guy de Maupassant. Je m'intéresse maintenant à l'antiphrase. Voici deux antiphrases. La première est extraite du Barbier de Séville de Beaumarchais. Dans cette pièce, le valet Figaro fait la liste des insultes qu'il a reçues de la part du comte Almaviva et il termine en disant « Voilà les bontés familières dont vous m'avez toujours honoré ». Et le deuxième exemple, ce serait celui d'un enseignant qui rendrait un travail visiblement peu soigné à un élève et qui lui dirait « Quel beau travail !» L'antiphrase, vous le comprenez, c'est le fait d'exprimer le contraire de sa pensée en se débrouillant tout de même pour que le destinataire comprenne cette pensée en question. Cela signifie que l'antiphrase dépend de la situation d'énonciation, dépend de la situation dans laquelle elle est produite. En effet, si je vous dis quel beau travail, a priori, rien ne vous permet de penser qu'il s'agit d'une antiphrase. Il faut, pour le comprendre, avoir la situation en tête. L'antiphrase s'ancre donc dans le registre ou la tonalité ironique. Voilà pour l'ensemble des figures de l'opposition. Que retient-on ? On retient tout d'abord que les figures de l'opposition fonctionnent sur la mise en regard toujours d'idées contraires. On retient que les figures de l'opposition créent une surprise ou bien soulignent la contradiction entre deux termes, entre deux idées. Et enfin, on retient qu'il existe principalement 5 figures de l'opposition, l'antithèse, l'oxymore, le chiasme, le paradoxe et l'antiphrase. J'en ai terminé avec cette rapide présentation des principales figures de l'opposition. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile et je vous souhaite une excellente journée.